Je m'appelle Léo Martin. J'ai 24 ans et je suis le nouveau régisseur adjoint du domaine de la Chênaie, ici dans le Perche. Et c'est dans le silence d'un bureau sentant le vieux cuir que j'ai compris que le mot le plus simple pouvait être le plus dangereux. Un mot qui, une fois prononcé, ne pouvait plus être repris. Mais laissez-moi commencer par le début, par mon arrivée sous les grands chênes qui donnent son nom à cet endroit. C'était il y a 3 mois. La petite maison en pierre qu'on m'a attribuée était froide, même en cette fin de printemps. L'odeur de la terre humide et de la fumée de cheminée s'accrochait au mur. J'ai posé mon unique carton sur la table en bois brut et j'en ai sorti une seule photo encadrée, celle de la ferme de mes parents, avant que tout ne s'effondre. Je l'ai posée sur le manteau de la cheminée, un geste mécanique pour tenter de faire de cet endroit un chez moi. Ma routine s'est installée vite. Debout avant le soleil, le chant d'un coq lointain comme seul réveil. Je buvais mon café noir, debout près de la fenêtre, regardant la brume se lever sur les champs de blé qui s'étendaient à perte de vue. Enfilant mes bottes, le cuir déjà usé par la boue normande, je sentais le poids de la journée à venir. Chaque matin, en fermant la porte derrière moi, je me répétais que je n'avais pas le droit à l'erreur, pas cette fois. Parfois, en arpentant les clôtures, le bruit du vent dans les cultures me rappelait d'autres chants, plus petits, plus familiers. Je serrais alors la poignée de ma pince, le métal froid contre ma paume, et je me forçais à me concentrer sur le fil de fer barbelé à retendre. La peur de l'échec me tenait au ventre, un moteur silencieux qui me poussait à travailler plus dur, à vérifier chaque détail 2 fois. Je devais réussir ici, pour eux. Ce matin-là, un message m'attendait, griffonné sur un bout de papier glissé sous ma porte. Rendez-vous au bureau à 9h, H. Dubois. J'ai marché vers la maison de maître, le gravier crissant sous mes pas. Le bâtiment était imposant, plus grand et plus vieux que tout ce que j'avais connu. J'ai essuyé mes mains moites sur mon jean avant de frapper à la lourde porte en chêne, le cœur battant un peu trop vite dans ma poitrine. On m'a fait entrer dans son bureau. L'air y était lourd, imprégné d'une odeur de cire, de cuir et de vieux papier. Des rangées de livres couvraient les murs du sol au plafond, et un bureau massif en bois sombre occupait le centre de la pièce. Et derrière, elle, Hélène Dubois. Je me suis arrêté sur le seuil, ma main encore crispée sur la poignée de porte en laiton froid, soudainement conscient de la boue sur mes bottes. Elle a levé les yeux de ses registres. Elle n'était pas belle de la façon dont on le dit dans les magazines. C'était autre chose. Un regard bleu acier, direct, qui semblait évaluer la terre, les bêtes et les hommes avec la même intensité. Elle portait une simple chemise et un jean usé, mais elle avait une autorité naturelle qui emplissait toute la pièce. J'ai baissé les yeux le premier, fixant un point sur le parquet ancien. Elle m'a demandé un premier rapport sur l'état des semences. J'ai commencé à parler, ma voix un peu rauque, les chiffres, les termes techniques, tout se bousculait dans ma tête. En cherchant mes mots, j'ai relevé la tête et mon regard a croisé le sien. Et puis, les mots sont sortis tout seuls, un murmure stupide qui a brisé le silence professionnel. Pardonnez-moi, Vous êtes très belle. Mon propre souffle s'est coupé. Le silence qui a suivi était total. Même la grosse horloge comtoise dans le coin semblait avoir arrêté son balancier. Je pouvais sentir le sang monter à mes joues, une chaleur qui me brûlait le cou et les oreilles. J'ai fixé la pile de dossiers sur son bureau, n'importe quoi pour ne pas voir sa réaction. Mon poing s'est serré dans ma poche, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis, j'ai entendu un petit bruit sec. Elle venait de poser un stylo-plume en argent sur le bureau. Lentement, elle a contourné le meuble, ses bottes en cuir ne faisant aucun bruit sur le tapis épais. Elle s'est arrêtée juste devant moi, si près que je pouvais sentir l'odeur discrète de savon et de grand air qui émanait d'elle. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était ni en colère, ni amusé. Il était simplement intense. Sa voix était basse, à peine plus qu'un souffle, mais chaque mot pesait une tonne. Répète, plus lentement. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. L'air semblait s'être solidifié dans mes poumons. J'ai juste secoué la tête, un mouvement minuscule, presque imperceptible. Un coin de sa bouche s'est alors soulevé, l'ombre d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a hoché la tête, comme si ma réponse silencieuse était tout ce qu'elle attendait. Sans un mot de plus. Elle est retournée s'asseoir, a repris son stylo et a ouvert un autre dossier. « Soyez à la Grange Nord à 6h demain, Léo. On inspectera la moissonneuse. » C'était un ordre. La conversation était terminée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son regard et j'entendais sa voix, basse et tranchante. À 5h50, j'étais déjà devant la Grange Nord, le froid matinal me piquant le visage. J'ai passé mes mains sur mon jean, tentant d'effacer une sueur qui n'existait pas encore. Le soleil commençait à peine à colorer l'horizon d'un rose pâle, et le silence n'était brisé que par le chant lointain d'un oiseau.
Elle était déjà là, à l'intérieur. La silhouette massive de la moissonneuse-batteuse remplissait presque tout l'espace. Hélène lui tournait le dos, une main posée sur le pneu gigantesque, comme si elle prenait le pouls de la machine. Elle portait les mêmes bottes que la veille, usées et couvertes d'une fine couche de poussière. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entré, le bruit de mes pas résonnant sur le sol en béton. Elle a juste dit « Le convoyeur est bloqué ». Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous n'avons échangé que des noms d'outils et des instructions brèves. « Passe-moi la clé de 12. Tiens ça. » J'ai gardé la tête baissée, concentré sur les boulons graisseux et les mécanismes complexes. L'odeur du métal froid et de l'huile de moteur emplissait mes narines, chassant toute autre pensée. Mes mains travaillaient, mes muscles se tendaient, et c'était tout ce qui comptait. Le souvenir de ma gaffe était enfoui sous l'effort. À un moment, nous avons dû nous glisser tous les deux sous le ventre de la machine. L'espace était exigu. Mon épaule a frôlé la sienne. J'ai senti la chaleur de son bras à travers le tissu de sa chemise. Une odeur de savon propre et de terre s'est mêlée à celle du cambouis. J'ai reculé d'un coup, ma tête heurtant une barre de fer avec un bruit sourd. Elle n'a fait aucune remarque, se contentant de me tendre la lampe de poche. Les semaines ont passé ainsi, rythmées par le travail et une distance polie. Chaque matin, je lui faisais mon rapport. Elle écoutait, hochant la tête, ses yeux bleus scrutant les champs par-dessus mon épaule. Je parlais des rendements, de la météo, de l'état du bétail, jamais d'autre chose. J'ai appris à reconnaître le bruit de ses pas sur le gravier, à anticiper ses ordres, rien qu'à la façon dont elle plissait les yeux face au soleil. Un après-midi, alors que je réparais une clôture près de la maison principale, je l'ai vue sur la terrasse. Elle était assise à une grande table en bois, des registres ouverts devant elle. Le soleil de fin de journée faisait briller quelque chose dans sa main. J'ai plissé les yeux et j'ai reconnu le stylo-plume en argent que j'avais aperçu dans le bureau. Elle le tapotait doucement contre la table, le regard perdu au loin, vers les chênes qui bordaient le domaine. Elle a dû sentir mon regard, car elle a levé la tête. Léo. Sa voix a porté sans effort dans l'air calme. J'ai posé ma pince sur un piquet et je me suis approché, retirant mon chapeau par réflexe. Je suis resté au pied des quelques marches en pierre, les mains derrière le dos. « Le champ ouest », a-t-elle commencé. « Le drainage est mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez ?» C'était la première fois qu'elle me demandait mon avis, et non un simple fait. Si cette histoire vous parle, si vous connaissez ce genre de silence qui en dit long, alors restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air, parce que c'est là, au pied de cet escalier, que j'ai senti une fissure dans le mur que nous avions construit. Maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. J'ai fixé un point juste au-dessus de sa tête, vers le toit en ardoise, et j'ai commencé à lui expliquer mon idée pour de nouvelles rigoles. Pendant que je parlais, je la regardais du coin de l'œil. Elle ne tapotait plus son stylo. Elle l'avait posé, et ses mains étaient jointes sur la table. Ses doigts fins, aux ongles courts, trahissaient une habitude du travail manuel. Elle m'écoutait attentivement, son visage impassible, mais son regard ne me quittait pas. Quand j'ai eu fini, elle a simplement hoché la tête. « Faites-le », a-t-elle dit avant de replonger le nez dans ses papiers. Quelques jours plus tard, un orage a éclaté. Un de ces orages d'été violents et soudains. J'étais en train de rentrer le tracteur quand j'ai vu Hélène courir vers les meules de foin, luttant contre le vent pour rabattre une bâche. Je l'ai rejointe sans un mot. La pluie nous trempait en quelques secondes, collant nos vêtements à notre peau. Ensemble, nous avons tiré sur la toile lourde et glissante, nos mains se frôlant dans l'urgence. Une rafale plus forte que les autres a manqué de tout arracher. « Tenez bon !» a-t-elle crié pour couvrir le bruit du tonnerre. Nous avons mis tout notre poids, nos épaules pressées l'une contre l'autre. Une fois la bâche enfin fixée, nous sommes restés un instant immobiles, essoufflés, l'eau ruisselant sur nos visages. « Mon père détestait ces orages !» a-t-elle soufflé, presque pour elle-même. Il disait que c'était le ciel qui volait le travail des hommes. Cette brève confession a changé quelque chose. Les matins suivants, il y avait parfois une deuxième tasse de café qui m'attendait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine quand je passais. Je la prenais sans rien dire, buvant le liquide chaud en regardant le soleil se lever. Nous ne parlions toujours pas beaucoup, mais je savais qu'elle était de l'autre côté du mur, dans sa propre cuisine, et qu'elle avait pensé à faire couler un café de plus. Nos rencontres devenaient une sorte de routine silencieuse. Un soir, je l'ai trouvée dans l'écurie, veillant une jument qui allait mettre bas. Je suis resté avec elle. Je lui ai tendu une couverture propre, sans qu'elle le demande. Elle l'a prise, ses doigts effleurant les miens. Nous avons passé plusieurs heures assis sur des bottes de foin, à écouter la respiration de l'animal, le seul son dans la nuit paisible de la grange. Puis, il y a eu ce soir-là. Je m'acharnais sur une pompe à eau défectueuse dans l'atelier, la frustration me nouant l'estomac. La journée avait été longue, et cette maudite machine refusait de coopérer. J'ai laissé tomber une clé à molette qui a rebondi sur le béton avec un grand fracas. J'ai juré entre mes dents.
passant une main couverte de graisse dans mes cheveux. J'étais sur le point de tout laisser tomber et de rentrer. C'est là que je l'ai vue. Elle se tenait dans l'encadrement de la grande porte ouverte, découpée par la lumière du crépuscule. Elle tenait 2 bouteilles de bière par le goulot, de la condensation perlant sur le verre brun. Sans un mot, elle a traversé l'atelier, ses bottes faisant un bruit léger sur le sol poussiéreux. Elle a posé une des bouteilles sur l'établi, juste à côté de ma main. Le contact du verre froid sur le bois a résonné dans le silence. Et c'est comme ça que, après 2 mois de matins silencieux et d'ordre bref, le stylo en argent de son père oublié sur le bureau, une bière fraîche est devenue une question à laquelle je ne savais pas répondre. Elle s'est assise sur un vieux tabouret, a débouché sa propre bouteille avec le coin de l'établi et a bu une longue gorgée, son regard fixé sur moi par-dessus le goulot. Et j'ai su que quelque chose venait de basculer pour de bon. La bière qu'elle avait posée sur l'établi n'était pas la dernière. C'est devenu une sorte de rituel non dit. Les mardis et vendredis, je la voyais traverser la cour, 2 bouteilles à la main. Je m'assurais d'avoir un chiffon propre pour essuyer une place pour elle sur le vieux tabouret. Elle s'asseyait, et nous buvions en silence, le bruit de mes outils remplissant l'espace. Elle ne parlait pas, elle regardait juste mes mains travailler, comme si le mouvement la calmait. Nos conversations ont commencé par des bribes. Un soir, alors que je remontais un carburateur, elle a dit, sans me regarder, « Mon père adorait cet atelier. Il disait que le cambouis, c'était l'écriture de la terre. » J'ai hoché la tête, resserrant une vis un peu plus fort que nécessaire. Je n'ai rien répondu. Je lui ai juste laissé l'espace pour que ses mots flottent dans l'air, entre l'odeur de métal et d'huile chaude. Et elle n'a rien ajouté de plus ce soir-là. Une semaine plus tard, nous étions dans son bureau. La pluie battait contre les grandes fenêtres. Nous vérifions les registres de semences, un travail fastidieux. Son stylo en argent tapotait doucement le chêne du bureau. « Il a tout construit avec presque rien », a-t-elle murmuré, son regard perdu dans les colonnes de chiffres. Maintenant, tout le monde attend que je fasse une erreur. Mon oncle, surtout. Elle a tracé une ligne si fort que la plume a gratté le papier. Je n'ai pas levé les yeux de mon propre carnet. J'ai fait semblant de noter quelque chose, juste pour occuper mes mains. Je sentais son regard sur moi, mais je ne l'ai pas croisé. J'ai simplement poussé la boîte de trombone d'1 centimètre vers la gauche. C'était tout ce que je pouvais offrir. Une petite réorganisation du monde sur son bureau, un geste minuscule pour lui dire que j'étais là, sans avoir à prononcer un seul mot. Elle a repris sa respiration et a tourné la page. Nos pas se sont accordés au fil des semaines. Parfois, nous marchions le long des clôtures, au crépuscule pour vérifier que tout était en ordre. Sur le chemin étroit qui bordait le champ de maïs, nos épaules se frôlaient parfois. Ni elle, ni moi ne faisions un mouvement pour nous écarter. Je sentais la chaleur de son bras à travers nos 2 couches de vêtements. Je me concentrais sur le bruit de nos bottes dans la terre meuble, un rythme à 2 temps qui devenait familier. Un soir, elle s'est arrêtée net. Elle a pointé du menton une vieille barrière en bois, à moitié effondrée. C'est ici qu'il m'a appris à monter à cheval. Je suis tombé au moins 20 fois. Un petit sourire a flotté sur ses lèvres, mais il n'a pas atteint ses yeux. Elle a passé une main sur le poteau rugueux, ses doigts fins caressant les échardes du bois vieilli par le temps. J'ai ramassé une pierre et l'ai jetée dans le champ, juste pour faire quelque chose. Elle a commencé à me poser des questions sur moi. Pas des questions directes, c'était plus subtil. « Vous avez toujours voulu travailler la terre ?» m'a-t-elle demandé un jour, alors que nous regardions les nouvelles pousses de blé. J'ai arraché une mauvaise herbe, ses racines s'accrochant au sol. C'est tout ce que ma famille a jamais connu, j'ai répondu. Elle a hoché la tête, son regard balayant l'horizon. Elle a compris que je n'en dirais pas plus. Puis son oncle est venu. Un homme grand et sec, avec des yeux qui calculaient tout ce qu'il voyait. Il a fait le tour du domaine avec nous, posant des questions pointues, remettant en question mes décisions sur la rotation des cultures. Je répondais calmement, les mains dans les poches, sentant le regard d'Hélène sur moi. Elle ne disait rien, mais je voyais ses doigts se serrer en un point discret le long de sa cuisse. Ce soir-là, elle n'est pas venue à l'atelier. J'ai attendu, nettoyant des outils déjà propres, jusqu'à ce que la nuit soit complètement tombée. J'ai fini par m'asseoir sur le seuil, regardant les lumières de la grande maison. J'ai vu son ombre passer et repasser devant une fenêtre du salon. Le son d'une voix d'homme, dure et autoritaire, portait faiblement jusqu'à moi. J'ai fini ma bière seule, le verre froid dans ma main. Le lendemain matin, elle avait des cernes sous les yeux. Elle m'a intercepté près des silos. « Léo !» Sa voix était tendue. « Mon oncle pense que vous êtes trop jeune, que je prends un risque. » Elle a détourné le regard, fixant un vol d'étourneaux au loin. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a sorti le stylo en argent de la poche de sa chemise et l'a fait tourner entre ses doigts. Un geste nerveux que je ne lui avais jamais vu faire. « Il pense que je vous garde pour de mauvaises raisons.
Les mots sont sortis dans un souffle, à peine audible. Elle a arrêté de faire tourner le stylo. Elle me l'a tendu, comme une offrande ou un fardeau. Mon père me l'a donné le jour où j'ai signé mes premiers papiers pour le domaine. Il m'a dit de ne jamais laisser personne me dire comment tenir ma propre maison. J'ai pris le stylo. Il était lourd et froid au contact de ma peau. Je l'ai regardé, puis je lui ai rendu. Mes doigts ont effleuré les siens. « Ce n'est pas à votre oncle de décider », j'ai dit simplement. J'ai vu quelque chose vaciller dans son regard bleu acier, une fissure dans l'armure. Elle a repris le stylo, ses doigts se refermant fermement dessus. Elle a hoché la tête, une seule fois. Puis elle est partie sans un mot de plus, me laissant là avec le bruit du vent dans les silos. Cette conversation a tout changé. La distance polie a disparu, remplacée par une sorte de complicité silencieuse. Nous étions deux contre le reste du monde, ou du moins contre sa famille. Nous passions encore plus de temps ensemble, à planifier la moisson imminente. Nos têtes étaient souvent penchées sur la même carte, nos mains se frôlant en pointant des parcelles. L'air entre nous était différent. Un après-midi, nous étions sur la terrasse, à boire un thé glacé après une longue journée au soleil. Elle a posé sa main sur la table en bois, paume vers le ciel. J'ai vu les lignes de sa vie, les callosités formées par le travail. Sans réfléchir, j'ai posé ma propre main à côté de la sienne. Nos doigts ne se touchaient pas, mais je pouvais sentir la chaleur qui émanait de sa peau. Nous sommes restés comme ça, à regarder nos mains pendant un long moment. Parfois, a-t-elle dit doucement en retirant sa main, j'ai l'impression que ces terres sont trop vastes pour une seule personne. C'était la chose la plus vulnérable qu'elle m'ait jamais dite. J'ai tourné mon verre entre mes mains, regardant la condensation couler sur le bois. Peut-être qu'elles n'ont pas à l'être, j'ai répondu, ma voix plus rauque que d'habitude. Nos regards se sont enfin croisés, et cette fois, personne n'a baissé les yeux. La moisson approchait. La tension était palpable sur tout le domaine. Les machines étaient là prêtes, les saisonniers arrivaient. Hélène et moi formions une équipe efficace. Nous nous comprenions d'un simple regard. Un soir, après avoir fait le dernier tour d'inspection, nous nous sommes retrouvés près du grand chêne qui donnait son nom au domaine. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et violet. Elle s'est appuyée contre le tronc massif, l'air fatigué mais serein. « On va y arriver », a-t-elle soufflé, plus pour elle que pour moi. Je me suis approché et je me suis tenu à côté d'elle, nos épaules se touchant. Je pouvais sentir le rythme de sa respiration. J'ai levé la main et, hésitant une seconde, j'ai enlevé un brin de paille qui était coincé dans ses cheveux. Mes doigts ont effleuré sa tempe. Elle a fermé les yeux. Ce contact a duré une seconde, peut-être deux. Mais tout était là. Les semaines de travail, les silences partagés, les bières dans l'atelier, le poids de son stylo dans ma main. Quand elle a rouvert les yeux, son regard était clair. Elle ne souriait pas, mais quelque chose dans son expression s'était adouci, ouvert. Nous étions au bord de quelque chose, un mot non dit, un pas non fait. Nous étions devenus un nous silencieux forgé dans la terre et le travail, loin des jugements et des attentes. Cela faisait presque 6 mois que j'étais arrivé, 6 mois que j'avais prononcé ce mot stupide dans son bureau, et maintenant, debout sous ce chêne ancien, ce mot ne semblait plus si stupide. Il semblait juste vrai. Nous étions bien. C'était un sentiment fragile, mais il était là. C'est à ce moment-là que j'ai vu les phares. Une voiture de luxe, qui n'avait rien à faire sur nos chemins de terre, remontait lentement l'allée principale, en direction de la maison. Les graviers crissaient sous ses pneus. Hélène s'est raidie à côté de moi, toute la douceur de l'instant s'évaporant comme la rosée du matin. « Ils sont en avance », a-t-elle dit, sa voix redevenue celle de la propriétaire du domaine de la Chênaie. La paix était terminée. La voiture qui s'approchait n'était pas un utilitaire boueux, mais une berline allemande dont les phares coupaient l'air du crépuscule. Le bruit du moteur était feutré, déplacé. À côté de moi, Hélène s'est raidie. La chaleur de son épaule contre la mienne a disparu, remplacée par une tension qui a parcouru tout son corps. Elle a reculé d'un pas, se détachant du tronc du chêne. Le gravier a crissé sous les pneus du véhicule qui s'arrêtait devant la maison. La portière s'est ouverte. Un homme en est sorti, plus âgé, vêtu d'un pantalon de ville et de chaussures en cuir qui brillaient même dans la pénombre. Il a marché vers nous, son regard balayant la propriété avec un air de propriétaire. « Hélène, tu aurais pu nous attendre. » Sa voix était polie, mais tranchante. Il m'a tendu une main, son regard me jaugeant de la tête aux pieds. J'ai essuyé ma paume sur mon jean avant de la lui serrer. Sa poigne était sèche et brève. C'était son oncle. Les jours suivants furent une inspection constante. Il me suivait dans les champs, remettant en question mes choix sur la rotation des cultures, le choix des engrais. Il ne s'adressait jamais directement à moi, mais à Hélène, comme si je n'étais qu'un outil défectueux. « Tu es sûr que c'est la bonne méthode ? Ton père ne faisait pas comme ça. »
Je continuais mon travail, la mâchoire serrée, sentant le regard d'Hélène dans mon dos, un mélange de soutien et d'impuissance. La remarque la plus cruelle est venue un après-midi, dans la cour, devant 2 saisonniers. L'oncle a posé une main sur l'épaule d'Hélène. « Il faut faire attention, ma nièce. Le dévouement d'un jeune homme peut parfois cacher d'autres ambitions. » Il m'a jeté un regard en biais, un sourire fin aux lèvres. J'ai senti le sang me quitter le visage. J'ai reposé lourdement le sac de semences que je portais, le bruit sourd faisant écho au silence qui s'était installé. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Les mots de son oncle tournaient en boucle dans ma tête. Je n'étais plus un atout pour ce domaine. J'étais devenu un problème, un fardeau pour elle. Je me suis levé, j'ai allumé la petite lampe de mon bureau et j'ai pris une feuille de papier. J'ai écrit quelques lignes, ma main tremblant légèrement. Chaque mot me coûtait, comme si j'arrachais une partie de moi-même. J'ai plié la lettre en 2 et je suis sorti dans la nuit. Je l'ai trouvée dans son bureau, la seule pièce encore allumée. Elle était assise derrière le grand bureau en chêne, le stylo en argent de son père tournant entre ses doigts. Elle n'écrivait pas, elle regardait juste le mur, l'air absent. Je me suis approché sans faire de bruit et j'ai posé la lettre pliée devant elle. « C'est ma démission !» j'ai dit, ma voix à peine un murmure. Je n'ai pas osé croiser son regard, fixant plutôt le reflet de la lampe sur le métal du stylo. Elle a baissé les yeux sur le papier, puis les a relevés vers moi. Son visage était une page blanche. Elle n'a pas touché la lettre. Elle a simplement posé le stylo, le petit bruit sec résonnant dans la pièce. « Non !» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, ni une supplication. C'était un ordre, un simple mot qui suspendait le temps. J'ai secoué la tête, un mouvement presque imperceptible, et je suis sorti, refermant doucement la porte derrière moi. De retour dans ma petite maison, j'ai sorti mon unique carton de sous le lit. J'ai commencé à y remettre mes affaires, les quelques livres, les vêtements pliés. Les gestes étaient mécaniques, lents. J'ai pris la photo de la ferme de mes parents et je l'ai tenue dans mes mains. J'étais en train de refaire la même erreur, de fuir au lieu de me battre. Mais cette fois, ce n'était pas pour moi. C'était pour la protéger de ce que je représentais. Le lendemain, un brouillard épais recouvrait le domaine, étouffant tous les bruits. Je travaillais seul à l'extrémité ouest, à réparer une clôture qui n'en avait pas besoin, juste pour m'occuper les mains et l'esprit. Chaque coup de marteau était une façon de ne pas penser. Je l'ai vue traverser le champ, une silhouette fantomatique dans la brume. Elle marchait d'un pas décidé, droit vers moi. J'ai arrêté mon geste, le marteau lourd dans ma main. Elle s'est arrêtée à quelques pas. Elle ne portait pas de veste et de fines gouttelettes perlèrent dans ses cheveux. Dans une main, elle tenait ma lettre de démission froissée. Dans l'autre, le stylo en argent de son père. Elle me les a tendus. « Tu as oublié ça » a-t-elle dit, sa voix calme malgré le froid. « Tu ne peux pas signer une démission avec un stylo qui ne t'appartient pas, et tu ne peux pas partir, pas maintenant. » Mes doigts se sont desserrés autour du manche du marteau. L'outil m'a semblé soudain très lourd. Le papier froissé dans sa main gauche, le stylo en argent dans sa droite. J'ai tendu la main, non pas pour les prendre, mais parce que c'était la seule chose à faire. Le contact de sa peau était froid à cause de la brume matinale. J'ai pris la lettre et le stylo, et je les ai tenus comme s'ils pouvaient me brûler. Je n'ai pas réussi à la regarder dans les yeux. J'ai secoué la tête, un mouvement lent. « C'est mieux comme ça, Hélène. Pour le domaine, pour vous. » Ma voix était un murmure rauque, presque perdu dans le silence humide du champ. J'ai commencé à plier la lettre en 4, un geste inutile pour occuper mes mains tremblantes. Je voulais juste que ce soit fini, que la douleur s'arrête. Mais elle n'a pas bougé. Elle est restée plantée là, une statue dans le brouillard, ses yeux bleus fixés sur moi. D'un geste vif, elle m'a arraché la lettre des mains. Elle l'a déchirée en 2, puis en 4, et a laissé les morceaux tomber dans l'herbe mouillée. « Mon oncle ne gagnera pas », a-t-elle dit, chaque mot pesant 1 tonne. « Votre départ serait sa plus grande victoire, et je refuse de la lui donner. » Elle s'est retournée et a commencé à marcher vers la maison, sans vérifier si je la suivais. Je n'avais pas le choix. J'ai ramassé mon marteau et je lui ai emboîté le pas. Nous avons traversé la cour en silence. Le brouillard était si épais qu'il étouffait le monde. Ne laissant que le bruit de nos pas sur le gravier humide, c'était comme si nous étions les 2 seules personnes sur Terre. Elle a ouvert la grande porte de la maison et m'a fait signe d'entrer. Elle m'a conduit directement au bureau, le même bureau où tout avait commencé des mois plus tôt. L'odeur de cire et de vieux papier était inchangée, mais tout le reste avait basculé. Elle a fermé la porte derrière nous, le clic du loquet résonnant dans la pièce silencieuse. Elle a fait le tour du grand bureau en chêne, mais ne s'est pas assise. Elle est restée debout, ses mains posées à plat sur le bois poli, juste à côté de l'endroit où j'avais vu le stylo pour la première fois. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure, une fatigue profonde qui assombrissait son regard d'acier. « Vous êtes jeune, Léo », a-t-elle commencé, sa voix plus douce que d'habitude.
Vous avez toute votre vie devant vous. Vous n'avez pas signé pour ça. Pour les dettes de mon père, pour les batailles de ma famille. Elle a fait un pas vers moi, s'arrêtant près de la fenêtre. Cette terre n'est pas votre fardeau. Vous pouvez partir et personne ne vous le reprochera. C'était une porte de sortie, une porte que je savais que je ne pouvais pas franchir. Je suis resté immobile, le stylo encore froid dans ma main. Je me suis approché du bureau et je l'ai déposé délicatement sur le sous-main en cuir. « Et vous » ai-je demandé sans la regarder. « Vous avez signé pour ça ? Pour porter tout ce poids, toute seule ?» J'ai levé les yeux vers elle. Elle s'était retournée et me fixait, surprise par ma question. Le silence s'était tiré, rempli de tout ce que nous n'avions jamais dit. Elle a détourné le regard, se tournant vers la grande fenêtre qui donnait sur les champs invisibles, noyés dans la brume. Elle a posé une main contre la vitre froide. « Parfois, » a-t-elle soufflé, sa voix à peine audible, « j'ai l'impression que ces terres sont trop vastes pour une seule personne. » C'était un aveu, une brèche dans la forteresse qu'elle avait bâtie autour d'elle. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, j'ai fait les quelques pas qui nous séparaient, je me suis arrêté juste derrière elle, si près que je pouvais sentir la fraîcheur de la brume sur ses vêtements. « Je ne suis pas seulement là pour le domaine, » ai-je dit, les mots sortant avec une certitude que je ne me connaissais pas. « Je suis là pour vous. » L'air entre nous est devenu électrique, vibrant d'une tension qui n'avait plus rien à voir avec le travail ou la hiérarchie. Elle s'est retournée lentement. Son visage était à quelques centimètres du mien. Ses yeux cherchaient quelque chose dans les miens, une vérité, une encre. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. « Répète », a-t-elle murmuré, sa voix un souffle fragile, plus lentement. Ce n'était plus un défi comme la première fois, c'était une prière, une demande de ne pas la laisser seule dans la tempête. J'ai levé ma main et j'ai doucement écarté une mèche de cheveux humides de son front. Mon pouce a effleuré sa tempe. Je n'ai pas détourné le regard, j'ai laissé tout ce que je ressentais passer dans mes yeux, sans filtre, sans peur. Je suis là pour vous. Chaque mot était un vœu, une promesse gravée dans le silence du vieux bureau. Je n'avais jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. Une larme a roulé sur sa joue. Elle ne l'a pas essuyée. Elle a simplement fermé les yeux, savourant l'instant. Sa main a trouvé la mienne, et ses doigts se sont entrelacés avec les miens sur le bois du bureau. C'était un contact simple, mais il scellait tout. La fin de la solitude. Le début d'autre chose. Nous sommes restés comme ça, à respirer le même air, tandis que le monde extérieur semblait s'effacer. Elle a finalement ouvert les yeux, un minuscule sourire flottant sur ses lèvres. Elle a pris le stylo en argent avec son autre main. Elle l'a fait tourner entre ses doigts, non plus avec nervosité, mais avec une nouvelle assurance. « Ce n'est plus seulement mon héritage, Léo, » a-t-elle dit, sa voix retrouvant sa force. « C'est notre avenir. » Elle a sorti une liasse de papier d'un tiroir, un nouveau contrat, un partenariat. Je n'ai pas regardé les papiers. Mes yeux étaient rivés sur elle. Dehors, le brouillard commençait enfin à se dissiper, laissant les premiers rayons du soleil matinal percer à travers les nuages. La moisson nous attendait. Les semaines à venir seraient les plus dures de l'année. Mais en la regardant me sourire, je savais que nous n'étions plus seuls pour y faire face. Nous allions l'affronter, ensemble. La moisson était terminée depuis des mois. L'automne avait peint les chênes en rouille et en or. Nos matins ne commencèrent plus dans deux maisons séparées, mais dans la même cuisine. Je lui tendais sa tasse de café, nos doigts se frôlant dans un geste devenu aussi naturel que la respiration. Elle la prenait et allait sur le perron, scrutant l'horizon comme toujours. Mais maintenant, je me tenais à ses côtés, regardant la même brume se lever sur nos champs, sentant la chaleur de son épaule contre la mienne. Le travail n'avait pas changé, mais la façon de le faire, si. Nous marchions côte à côte pour inspecter les drainages, nos bottes s'enfonçant en rythme dans la terre humide. Je ne suivais plus, je ne devançais pas. Nous étions une paire. Parfois, elle s'arrêtait, me montrait une carte et attendait que je donne mon avis. « Qu'est-ce que tu en penses, Léo ?» Sa question n'était plus un test, mais une véritable invitation. Je passais une main sur la nuque, réfléchissant, sentant son regard confiant posé sur moi. Les soirées étaient calmes. La grande maison, autrefois si intimidante, était devenue un refuge. Mes livres sur l'agriculture moderne se mêlaient à ces vieux registres reliés en cuir sur les étagères. Un soir, alors que je nettoyais une bride près du feu, elle a quitté son bureau et s'est assise sur le tapis à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé sa main sur la mienne, ses doigts fins, traçant les nouvelles callosités formées par notre première moisson commune. Je me suis souvent retrouvé seul dans le bureau, l'endroit où tout avait commencé. Je regardais le grand fauteuil en cuir, le sous-main où j'avais posé ma démission. Le jeune homme terrifié que j'étais me semblait être une autre personne, un étranger venu d'une autre vie. Je n'étais plus celui qui fuyait.
J'avais trouvé un endroit où m'enraciner. J'ai redressé une pile de dossiers. Un geste simple de propriétaire. Un geste qui me semblait enfin juste. Le stylo en argent de son père ne traînait plus sur le bureau, comme un sceptre ou un fardeau. Hélène l'avait rangé. Il reposait désormais dans une petite boîte en bois sur le manteau de la cheminée, juste à côté de l'unique photo que j'avais apportée avec moi, celle de la ferme de mes parents, les 2 héritages, côte à côte. Je l'ai effleuré du doigt un soir, le métal n'était plus froid, il semblait simplement en paix. Un chapitre était clos, le nôtre commençait à peine. Son oncle a cessé de venir. Parfois une lettre arrivait, le papier épais, chargé de reproches silencieux. Le premier mois, elle l'avait lu seule, le visage fermé. Maintenant, elle me l'attendait sans un mot. Je la lisais, puis je la posais sur la table, et je prenais sa main dans la mienne. Nous n'avions pas besoin de parler. Le simple contact de nos paumes l'une contre l'autre était une forteresse suffisante contre les fantômes du passé. Un après-midi, nous nous sommes arrêtés sous le grand chêne, le même où les phares de la voiture avaient déchiré notre quiétude. Le soleil filtrait à travers les branches nues. Elle a appuyé sa tête contre mon épaule, un geste simple, lourd de tout ce que nous avions traversé. J'ai passé mon bras autour de sa taille, la serrant contre moi. Nous étions là, 2 silhouettes face à l'immensité de la terre, et pour la première fois, elle ne semblait plus trop vaste. L'hiver approchait. L'air était vif, promettant le gel et le repos de la terre. Nous regardions les champs nus depuis le perron, la vapeur de notre souffle se mêlant dans l'air froid. Il y aurait d'autres saisons difficiles, d'autres tempêtes. Rien n'était garanti. Mais alors qu'un vent glacial balayait la plaine, elle s'est blottie un peu plus contre moi. Et j'ai su que, peu importait ce que le ciel nous enverrait, nous l'affronterions ensemble, un jour à la fois.